météo avec Demeure Caladoise, constructeur de maisons individuelles depuis 40 ans. Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre journal régional Rhône-Alpes. Voici les titres. À 19h30 tout à l'heure, dans l'édition nationale, Catherine Matoche reviendra sur l'alerte lancée aujourd'hui par la Cour des comptes. Des problèmes de sécurité ont été relevés dans 13 petites maternités françaises. Et puis 2 semaines après les attentats sanglants à Paris, François Hollande à Davos a lancé un appel à la mobilisation des États et des grandes entreprises pour lutter contre le terrorisme. En Rhône-Alpes, à Valence dans la Drôme, un père de famille a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il est soupçonné d'apologie du terrorisme. Il aurait notamment incité ses enfants à faire un jour le djihad en leur montrant des vidéos de décapitation. Et puis à l'occasion du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, le CIRA, qui débute demain à Lyon, gros plan sur l'équipe d'Algérie qui participe pour la première fois de son histoire au championnat du monde de pâtisserie. Leur coach, un pâtissier lyonnais. Mais d'abord, on commence ce journal par cette bonne nouvelle qui nous est parvenue il y a à peine une heure. Thérèse Priest, l'humanitaire française habitant à Pont-de-Vel dans l'Ain, vient d'être libérée. Elle avait été enlevée lundi à Bangui en Centrafrique par des miliciens anti-Balaka. Dans un communiqué, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, parle d'un immense soulagement pour tous ceux qui ont œuvré à ce dénouement heureux. On y reviendra bien sûr dans d'autres éditions. Direction Valence dans la Drôme à présent, où un père de famille a été placé aujourd'hui en garde à vue pour apologie de crimes terroristes. Il est soupçonné d'avoir endoctriné ses enfants de 6, 9 et 10 ans en leur faisant visionner des images de décapitation diffusées par Daesh. Sur place, on retrouve Émilie Rousseau. Les images sont signées Stéphanie Vaux. Il est arrivé au tribunal calme et non menotté et devant le juge, il aurait continué de nier les faits. Pourtant, cet homme de 45 ans est soupçonné d'avoir incité ses enfants au djihad. C'est la mère qui a donné l'alerte. Elle pensait que son ex-mari battait leurs enfants âgés de 6, 9 et 10 ans. Mais les policiers, lors des perquisitions à son domicile dans le quartier du Polygone à Valence, auraient trouvé des photos et des vidéos violentes. Sur certaines d'entre elles, des décapitations perpétrées par le Daesh. Sur d'autres, on pourrait voir les enfants portant un gilet de chasse, un fusil à la main, appelés à soutenir l'État islamique. Le quadragénaire était donc entendu cet après-midi par le parquet. Une information judiciaire devrait être ouverte. Et puis à Saint-Étienne, apologie du terrorisme ou pas, l'enquête le déterminera. 4 individus de 17 à 19 ans ont été arrêtés en flagrant délit cette nuit alors qu'ils volaient des ordinateurs dans une école primaire. Plusieurs tags ont également été relevés, des inscriptions portant la mention « Je suis Charlie, je suis juif » et un peu plus loin, une référence à la mort. Les 4 individus ont été arrêtés et placés en garde à vue. Plus d'infos sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr. Inquiétude à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Depuis le 5 janvier dernier, une femme de 85 ans a disparu pour des raisons encore inconnues. Depuis bientôt 3 semaines, sa famille est sans nouvelles d'elle. Elle lance aujourd'hui un appel à témoins. Sylvie Bosquiero, Édouard Blaise. C'est semble-t-il sur ce trajet entre le bureau de poste et son domicile que Paulette Patras a disparu le 5 janvier dernier. Dans l'après-midi, cette dynamique octogénaire était sortie pour aller poster un colis, mais elle n'est jamais rentrée. Depuis 18 jours, pour sa famille et ses proches, ce sont l'angoisse et l'incompréhension qui dominent. Paulette Patras n'était ni dépressive ni désorientée. Personne ne croit à l'hypothèse du suicide ou de la fugue. C'est difficile de croire à une fugue. Donc elle a pu se faire agresser. Sortant de la poste, quelqu'un a pu penser qu'elle avait retiré une pension et après une agression, mais bon, même ça, on ne sait pas. Au domicile de la vieille dame, rien n'indique une éventuelle intention de disparaître. Comme chaque hiver, Paulette Patras devait mi-janvier s'envoler pour les Antilles, où vit l'une de ses filles. L'angoisse de sa famille est d'autant plus grande que l'enquête de police semble piétiner. L'enquête, pour moi, s'est arrêtée la semaine dernière, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Donc l'officier qui est chargé de l'enquête ne nous a pas donné de nouvelles. Voilà. On l'a appelé, ma soeur l'a appelé le mardi, et depuis, c'est en stand-by, on est démunis. Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte et un juge d'instruction saisi. De son côté, la famille lance une nouvelle fois un appel à témoins. Le numéro de téléphone à contacter est celui du commissariat de Romans.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines des moyens alloués aux policiers pour exercer leur mission. À Annemasse, en Haute-Savoie, les fonctionnaires se plaignaient déjà depuis plusieurs années de la vétusté de leur commissariat. Eh bien ça y est, ils ont été enfin entendus. Un nouveau bâtiment va être créé pour mieux surveiller la frontière suisse et la commune, classée en zone de sécurité prioritaire. Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. D'extérieur, le bâtiment fait encore illusion et pourtant tout le monde juge ce commissariat tout simplement insalubre. Il suffit qu'il pleuve 3 nuits d'affilée pour qu'on ait le sous-sol qui soit inondé, les vestiaires des collègues, les ordinateurs qui doivent être rehaussés au niveau des bureaux. Quand on se retrouve avec 10 cm d'eau le matin à la prise de service, c'est jamais non plus très intéressant. On a la chaudière qui menace, d'après le technicien qui vient réparer, quand il ose venir réparer, soi-disant d'exploser. Mais voilà, on met des cataplasmes sur des jambes de bois et il arrive un moment où techniquement, et voilà, effectivement, on n'arrive plus à aller de l'avant. On note ici jusqu'à 8 coupures d'électricité par jour. Voici donc les premiers plans de ce qui ne sera plus un commissariat, mais un hôtel de police qui regroupera la sécurité publique, la police de l'air et des frontières, les services de renseignement, mais aussi la police judiciaire et même le stand de tir départemental. Le tout dans cette caserne où policiers et gendarmes cohabiteront, et ce n'est pas si habituel que cela. Mais pour ces élus de la zone frontalière, Annemasse vaut bien un peu d'originalité et surtout un tel investissement. Annemasse a une position stratégique parce qu'elle est vraiment au cœur du passage de la délinquance qui arrive de Lyon, de Grenoble, également des pays de l'Est. Donc elle est vraiment au cœur du passage de ce grand banditisme, que ce soit pour différents trafics. Donc il était important justement qu'il y ait une reconnaissance du travail qui est effectué par les policiers. Et moi je considère que le fait que cet hôtel de police puisse voir le jour à l'échéance de 2019, c'est une reconnaissance de l'État pour le travail de ces policiers. Cette décision fait suite au classement d'Annemasse en zone de sécurité prioritaire, les fameuses ZSP, voulues par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Ici, tout le monde se réjouit de cette nouvelle, mais les syndicats de police restent quand même pragmatiques. On n'a jamais eu autant de baisse d'effectifs, autant de demandes de départ. La région est ce qu'elle est. En termes d'immobilier, il est dur de fixer les fonctionnaires vu le prix de l'immobilier dans le secteur. Et puis non, on a bon ton de résumer la ZSP à une zone sans policiers en fait. On se demande si ce prochain hôtel de police sera rempli d'effectifs ou s'il sera une coquille vide. Il reste donc à espérer qu'un tel projet suffise aux policiers d'Annemasse à patienter encore 4 ans. En bref, l'espace de restitution de la grotte Chauvet sera inauguré le 15 avril par François Hollande. Initialement prévu le 25, la cérémonie a donc été avancée d'une dizaine de jours pour coller aux disponibilités du chef de l'État. Ouvrons à présent une grande page agricole. En janvier, c'est souvent la tradition, on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Les chambres d'agriculture de notre région viennent de rendre leur rapport et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les parasites qui ont décimé certaines récoltes et l'embargo russe qui plane sur les produits laitiers, eh bien l'année 2014 n'a pas été une très grande année pour nos paysans. Elisabeth Philly. En Rhône-Alpes, moins de 40 000 entreprises agricoles réalisent près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette activité économique reste dépendante à la fois des conditions météo, des embargos et des cours mondiaux. La production laitière a augmenté ces derniers mois, mais les variations des prix sont annoncées à la baisse pour cette année. Les cours sont déjà bas pour les viandes. La consommation des ménages se stabilise. La campagne des fruits d'été a été particulièrement mauvaise. Les pluies abondantes ont favorisé la Drosophila Suzuki, qui a décimé la cerise et les petits fruits. Poires et pommes se sont écoulées lentement, subissant l'embargo russe. Autre parasite, le cynips, il a continué sa progression dans les châtaigneraies. Quant aux grandes cultures, la récolte du maïs par exemple a été bonne, mais les cours sont en chute. Les surfaces de tournesol sont en baisse. L'ensemble des vignobles est satisfait de la récolte. Quantité et qualité semblent au rendez-vous. Enfin, le nombre d'exploitations bio ou en conversion a augmenté de 5% depuis un an, répondant ainsi à la hausse de la demande du marché. Alors, Elisabeth Philly l'évoquait à l'instant, les producteurs de lait de notre région s'attendent à vivre une année difficile. L'incertitude est grande concernant les prix à l'export qui n'arrêtent pas de baisser. Exemple dans cette exploitation de Vogneret dans le Rhône, Audenry, Patrick Perel. Voilà. Hop. Après la traite et après avoir nourri les bêtes, Laurent Delorme fait bizarrement tout autre chose sur son exploitation. Là, c'est atelier soudure. L'éleveur prépare lui-même l'agrandissement de son hangar de stockage de paille. Pourquoi ?
tout simplement parce qu'ils préfèrent limiter les dépenses. Et c'est comme cela depuis que le prix du lait fluctue d'un mois à l'autre. Depuis 2-3 ans, ça se passe comme ça et on a vraiment du mal à anticiper les baisses ou les hausses dans les deux sens. On a eu une année 2014 assez favorable au niveau du prix du lait et on a du mal à comprendre que pour 2015, ils annoncent presque 40% de baisse quoi, sur un prix du lait mondial. Et donc oui, toutes les économies qu'on peut faire sont bonnes à prendre. Les producteurs laitiers ne seraient plus sûrs de rien. Pour nous aider à comprendre, Laurent Delorme a ressorti ses fiches de paye sur un an. 2 prix y sont indiqués. Le A, relativement stable, correspond à un prix du lait vendu pour le marché français. Le B, c'est le prix du lait à l'export indexé sur les cours mondiaux. Et voilà sa progression sur un an. Et cette année, donc, un an après, au lieu de 381, on a 222. Moi, dans une exploitation sans trop d'investissement, je pense que sans payer le travail, rien qu'en payant nos charges d'alimentation, de structure, en dessous de 300 €, ça commence à être compliqué. Sans payer le travail. L'équilibre est donc précaire, l'inquiétude réelle. Seule certitude pour 2015, les éleveurs ont peu de chances de boire du petit lait. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation démarre demain à Lyon. Grande foire réservée aux professionnels des métiers de bouche, le CIRA est aussi l'occasion pour de nombreuses professions de donner toute la mesure de leur savoir-faire dans différentes compétitions internationales. Il y a bien sûr les Bocuse d'Or mardi, mais avant, il y a les championnats du monde de pâtisserie dès dimanche. Souvenez-vous, il y a 2 mois, nous étions à l'entraînement avec l'équipe d'Algérie, à Alger. Le pays participe pour la première fois de son histoire à ce grand concours. Dernière répétition avant le grand jour, ici à Lyon, chez leur coach lyonnais avec Valérie Benet et Laure Croza. Doudoune de rigueur de ce côté de la Méditerranée. L'équipe d'Algérie, au grand complet, prend une dernière fois la porte de service de la pâtisserie lyonnaise. Au terme de 10 jours d'entraînement intensif dans l'arrière-boutique en pleine activité, l'heure est aux ultimes réglages. Celui-ci pourra être amené monté mais non finalisé, c'est-à-dire non coloré. Et nous on est juste derrière le dindon. Je suis stressé moi-même et il ne faut pas que je montre à l'équipe. Parce qu'il faut ils ont un bon esprit pour la compétition. Car après-demain dimanche, ils devront porter haut les couleurs de leur pays. On a travaillé durement pour ne pas faire la figuration. On est vraiment venu pour faire un bon résultat. Et ça sera peut-être, Inch'Allah, la surprise du mondial. Sculpture de sucre ou statue de glace, entre pièces artistiques et entremets, la compétition a été répétée pour ainsi dire au chronomètre. C'est comme mon minuteur pour être dans les temps parce que en même temps qu'il y a la sculpture, il faut pouvoir monter l'entremet glacé. Donc à chaque fois, je laisse la sculpture, je vais faire mon montage, je reviens, je retourne, etc. Le défi est technique autant que gustatif ou artistique. Le col tricolore lyonnais, qui s'est déjà rendu 3 fois à Alger pour les mettre en condition, peut, non sans émotion, mesurer la distance parcourue. Ouais, je suis fier parce que il a tout donné, Philippe. Il a donné le maximum pour nous, pour gagner cette compétition. On s'est découvert une famille, on a passé tellement d'heures ensemble. Quoi que les cultures passent, quoi que les cultures religieuses, tout ce qu'on veut dire, la pâtisserie nous réunit. Pour moi, on a gagné déjà. On a gagné une équipe, on a gagné un bon chef, un bon coach. Et je ne regrette rien. C'est gagné d'avance. Vive l'Algérie! Et leurs plats sont tellement jolis qu'on n'ose même pas y goûter, ou peut-être que si. Et comme à chacune donc de ces éditions, le CIRA réserve une place de choix aux innovations dans les métiers de bouche, une mission que le salon partage notamment avec le Lab Sud Rhône-Alpes. Un appel à projet a été lancé l'année dernière en direction des PME de Dromardèche spécialisées dans l'agroalimentaire bio. 4 ont eu la chance d'être accompagnés dans la création de leurs nouveaux produits, comme cette biscuiterie près de Nyons. Bérangère Bourgeot, Nicolas Ferraud. On a affiné le projet, on l'a positionné, on a défini quelle cible le produit allait toucher.
D'un côté, les membres de la biscuiterie de Provence, une PME drômoise. De l'autre, la chargée de mission du Lab Sud-Rhône-Alpes. Ensemble, elles vont pendant 6 mois travailler à la naissance d'un tout nouveau biscuit. Ce projet innovant va naître grâce à une méthodologie inédite proposée par l'association d'aide aux entreprises, la co-création. Les consommateurs deviennent les acteurs et participent dès le début à la fabrication du produit. La démarche de co-création, c'est ça, c'est les consommateurs qui vont dire, voilà, moi je souhaiterais que le produit il soit avec un emballage qui s'ouvre de cette manière, qui corresponde au mode de consommation, à l'usage que j'en fais, et un produit qui soit plus ou moins sucré. Voilà. On est une entreprise très innovante, mais là on veut lancer un produit encore plus différent de notre gamme actuelle, très différent, qui touche une clientèle qu'on ne connaît pas. Donc cette démarche de co-création nous intéressait parce que justement c'est une clientèle dont on ne connaît pas les besoins, les attentes, les habitudes d'achat. Cette PME emploie 19 salariés. Depuis une vingtaine d'années, elle ne cesse de se développer et elle se positionne aujourd'hui sur un marché de niche. Des produits frais et locaux, une gamme bio et sans gluten, autant d'atouts qui lui ont permis d'être sélectionnés par le Lab. Avec l'aide d'un consultant marketing rémunéré par l'association, elles vont donc monter cet atelier où le futur biscuit sera créé de A à Z. Tout reste à faire, à commencer par trouver les 15 co-créateurs. On a réussi à cibler vraiment le consommateur qu'on souhaitait avec la charte, avec le binôme marketing pour justement trouver quel consommateur on voulait et comment les atteindre. L'entreprise bénéficie d'une aide technique et financière à hauteur de 12 000 €. Ce Lab Rhône-Alpes est un support de conseil essentiel pour la PME. Ça mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et de savoir que derrière il y a un expert qui nous soutient, qui nous accompagne et qui nous sécurise est vraiment très rassurant, oui. Le biscuit doit être prêt pour le mois d'octobre afin d'être présenté à un salon de professionnels de l'agroalimentaire. En attendant, la biscuiterie de Provence sera présente au CIRA aux côtés des 3 autres lauréats du dispositif. Un mot de sport pour terminer en tennis. Défaite de la Lyonnaise Caroline Garcia. Son parcours dans l'Open d'Australie à Melbourne s'arrête au 3e tour. Elle a été battue par la Canadienne Eugénie Bouchard 2-7-0. Le premier set, ça va encore, 7-5. Le deuxième, c'est la catastrophe, 6-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vos éditions locales. À Saint-Étienne, nos équipes sont allées mesurer l'impact de l'affaire Charlie Hebdo dans les librairies. Nette augmentation des ventes autour des livres touchant à la religion ou à la laïcité. Beaucoup de gens, visiblement, viennent chercher des clés pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis à Lyon, il sera question des futurs aménagements de la ville en pistes cyclables. Objectif affiché, atteindre les 1000 km d'ici 2020, soit environ un tiers des rues de Lyon. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Ne ratez pas demain, La Voix est libre. Paul Satis reçoit la députée européenne Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi. Très bonne soirée à vous et à